Chers amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine qui a un format un peu différent des autres fois parce que je suis en déplacement. Donc c'est dans des conditions un peu précaires que je fais cette émission, mais bon, à la fortune du pot et espérons qu'il ne nous manquera pas le pot pour faire l'émission. D'abord et avant tout, le 1er mai. D'abord, j'espère que vous avez eu du muguet, hein, cette vieille tradition florale qui fait plaisir, mais ce 1er mai n'a pas été un 1er mai comme les autres. Il suffit de regarder les images qui ont été diffusées en boucle sur BFM, LCI, CNews, vous savez, ces instruments de gavage à images qui font de nous des bêtes d'image et des bêtes de son, pour se rendre compte qu'effectivement ce 1er mai n'a pas été le 1er mai des travailleurs, mais a été le 1er mai des Black Blocs. Saint-Étienne, Paris, Lyon, Nantes, un peu partout, ce ne sont pas les travailleurs qui ont fait le haut du pavé, si je puis me permettre de parler de pavé dans la maison d'un pavé, mais ce furent les Black Blocs, les casseurs, quoi. Bon, faut dire les choses comme elles sont, hein, même si cela ne plaît pas. C'est un 1er mai de violence. On a vu une camionnette prendre feu, on a vu des policiers blessés, on a vu des gendarmes blessés, on a vu du matériel urbain dégradé. C'est le 1er mai des Black Blocs, des anarchistes, des anticapitalistes, du collectif LGBT, du collectif des migrants, et surtout on a vu le drapeau palestinien. Vous voulez bien me dire ce que vient foutre le drapeau palestinien dans une manifestation historique, politique, traditionnelle du 1er mai. Bon, c'est absolument incroyable de voir à quel point le conflit israélo-palestinien, avec une prédominance très violemment pro-Hamas, parfois, généralement pro-palestinienne, occupe maintenant à la fois les universités et la rue. C'est inquiétant parce que bien sûr, là derrière, sous couvert d'anti-sionisme, il y a un fond de racisme, d'antisémitisme qui est de plus en plus évident, de plus en plus visible, et c'est ignoble, quoi. C'est franchement dégueulasse. J'ai vu une image à la télé, comme on dit, d'un type qui brandissait un drapeau palestinien devant des gendarmes ou des CRS, je ne sais plus. Bon, j'ai vu aussi, moi, dans des manifs, voire même sur la voie publique, lors de rassemblements, des policiers demander à des citoyens français de ne pas porter le drapeau. Je l'ai vu. Et cela a été montré, on a des images. Et là, on a des individus qui brandissent le drapeau palestinien et on dit rien, on fait rien. Franchement, qu'est-ce que le drapeau palestinien vient foutre dans une manifestation du 1er mai? Alors quand on regarde les images de ce 1er mai français, on se pose deux questions. La première, c'est où sont passés les travailleurs? Quel détournement du sens de la manifestation? Et ensuite, c'est où sont passés les syndicats? Parce qu'il faut être honnête, il n'y a pas une très grande représentation syndicale. On a même l'impression que le syndicalisme français n'est plus incarné comme du temps. Bon, le nom dira peut-être pas grand-chose à la génération d'aujourd'hui, mais comme un Segui, comme un Krasuki, comme un Georges Marchais, quoi, des gens qui incarnaient quand même quelque chose du prolétariat. Mais la gauche a renoncé au prolétariat, donc il est normal que d'un point de vue syndical également, on en ait quelque part le contre-coup. Bon. Mais puisqu'on parle de la gauche, c'est aussi le 1er mai de la mésentente grave à gauche.
Malraux disait la gauche, c'est le rêve de la gauche. Ben, il avait raison, la gauche, elle ne s'unit que momentanément. Hein. Alors l'incident qui a mis en exergue les tensions à l'intérieur même de la gauche, ça a été l'éviction peinturlurante de Glucksmann qui s'est fait virer d'une manifestation à Saint-Étienne et qui s'est fait recouvrir d'un pot de peinture. Bon, alors quand il a été interviewé, le tableau vivant, hein, le candidat socialiste aux européennes a dit tout le mal qu'il pense de Mélenchon et de la France insoumise, puisque il a clairement laissé entendre que s'il avait été viré, c'était un peu beaucoup à la folie, et vraiment tout à fait à cause de la France insoumise qui avait fait en sorte de le faire partir de la manifestation. Bon, alors, quand même, aujourd'hui, bon, ils sont plus du tout copains, mais, il y a quelque temps, ils étaient en très bons termes, les socialistes avec la NUPES. Enfin, quand même, Faure, il a bien su négocier pour avoir une place de député, là. Ils ont, Mélenchon, quand il était en position de force, les socialistes, qui pour garder sa place de député, qui pour la conquérir, ont avalé la couleuvre Mélenchon. Hein, il avait du charme à leurs yeux. Alors maintenant, bon, ils viennent le critiquer, ils viennent le dénoncer. Bon, c'est vrai, ils ont raison aussi. Bon, mais quand même, c'est quand même étonnant d'oublier si vite à quel point les socialistes ont été à la botte de Mélenchon, à la botte de la NUPES, parfois même en empêchant des candidats qui auraient pu être élus sous l'étiquette socialiste d'être candidats. J'en ai eu la preuve à plusieurs reprises dans différentes circonscriptions. Bon, mais maintenant, c'est le 1er mai de la désunion finale. Ce n'est plus la lutte finale, c'est la désunion finale. C'est intéressant de voir ça. Hein. C'est intéressant de voir que la gauche maintenant est très divisée. Bon, oh, ça va se reconstituer, ça va. On n'a pas fini de rigoler, hein, vous allez voir. Hein. Et en même temps, expression qui ne veut plus rien dire et qu'on a presque honte d'employer, tant on a l'impression de faire allégeance à l'inventeur usurpateur de cette formule, en même temps, on sent cette mouvance brutale et pro-palestinienne hein, qui était présente à Saint-Étienne quand Glucksmann a été viré. On sent cette présence dans les universités. Bon, on a entendu parler de ce qui s'est passé à Sciences Po. Hein. Bon, ça a commencé par la Sorbonne, où des étudiants ont monté des tentes le 29 avril dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Peut-être que dans leur inconscient historique, ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir refaire une espèce de mai 68. Bon, mais ils sont pas restés longtemps hein, dans la cour d'honneur de la Sorbonne, puisque les CRS, sans difficulté aucune, hein, ont pu les évacuer, eux et leurs tentes. Et mais ça a continué dans la cour d'un bâtiment de Sciences Po. Et là, quelque chose de très intéressant s'est passé, sur quoi je veux insister. Écoutez, Sciences Po, c'est le bordel. Dans la cour d'un bâtiment, l'ancienne prestigieuse école, je dis ancienne parce qu'elle a perdu vraiment beaucoup de plumes depuis quelque temps, manifeste, se réunit dans un wokisme évident pour condamner Israël, pour dénoncer le sionisme, pour se vautrer dans le wokisme. Et en Iran, l'ayatollah Khamenei, je ne sais pas comment on prononce, peu importe, le guide suprême de la révolution iranienne, apporte son soutien aux manifestations contre Israël.
telle qu'elle se passe aux États-Unis et en France. Il y a une vidéo, on voit des images, et parmi ces images, tenez-vous bien, il y a des images de l'Institut d'études politiques de Paris. C'est quand même assez extraordinaire que la propagande iranienne utilise ces images de Sciences Po. Ça en dit long. Non, vous ne croyez pas? La vérité, c'est que Sciences Po est devenu un instrument de propagande, quoi. Bon, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait longtemps que Sciences Po est le symbole de l'américanisation de l'enseignement supérieur français, de sa décadence, de sa déroute, hein. C'est un point de fixation de toutes les idées woke, hein. Ça remonte pas à maintenant, hein. Ça remonte à Decoing déjà, hein. Il y a eu un livre sur lui, je me souviens plus du titre, mais vous devriez tous le lire. Si je le retrouve, je vous le dirai dans une autre vidéo, parce que vraiment, ça explique extraordinairement bien le fonctionnement irrationnel, érogène, excitatoire du wokisme qui sévit actuellement à Sciences Po. Il y a eu un événement quand même aussi qu'il faut rappeler, parce que c'est terrible aujourd'hui, tout va tellement vite, il y a tellement d'infos, il y a une telle bousculade d'informations que on retient plus rien. Enfin, je ne sais pas si c'est un effet de la fatigue, mais d'émission en émission, d'éditorial en éditorial, de débat en débat, on ne sait plus qui dit quoi, on ne sait plus ce qui s'est passé, tout s'entremêle, c'est un désordre intellectuel global, quoi. Hein. Et je ne sais pas, évidemment, si les chaînes d'infos ne sont pas, quelque part, contributives à cette espèce de désordre mental. Hein. Bon. Mais, rappelez-vous l'incident de l'amphi Boutmy, à Sciences Po. Une étudiante appartenant à l'UJF, une étudiante juive, a été empêchée d'entrer parce que sioniste. C'est fou, quoi. C'est totalitaire. Elle a le droit d'être sioniste. Mais en réalité, c'est pas le fait qu'elle soit sioniste, c'est le fait qu'elle soit juive. Il y a une forme d'antisémitisme qui se drape dans cette espèce de prétexte politique qu'est l'antisionisme. Et il faut le dénoncer sans cesse. Quelles que soient les menaces, il faut le dénoncer. Et je veux dire que c'est inacceptable qu'on ait pu empêcher une jeune femme d'entrer dans un amphithéâtre parce que juive, parce que sioniste. C'est inacceptable. Et ça nous ramène à Guillaume Meurice. Vous savez, l'inventeur du nazi sans prépuce, à propos de Netanyahou. Vous vous rappelez que lui aussi, sous couvert d'antisionisme, il fait de l'humour qui pue l'antisémitisme. Bon, ça n'a pas été retenu pénalement contre lui, mais il a recommencé sa blague. Et alors là, son employeur a considéré qu'il fallait quand même sévir. Et voilà, maintenant que l'inventeur du nazi sans prépuce est coupé de micro. Il a plus de micro. Voilà, pendant quelque temps, il est suspendu, donc il est sans micro, l'inventeur du nazi sans prépuce. Bon, il va faire probablement bande à part, hein, mais bon, un jour ou l'autre, il reviendra. Hein, mais il faut dire aussi, pour être honnête, que la plainte qui avait été déposée contre lui a été classée sans suite. Bon, mais attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas infraction pénale, ce qui est une évidence. Hein. Du reste, on n'aurait jamais dû le convoquer à la police, on n'aurait jamais dû le poursuivre. Là, il y a un abus manifeste, hein, de l'usage des convocations à la police pour intimider. Et moi, quelle que soit mon antipathie pour Guillaume, je trouve scandaleux qu'on l'ait convoqué dans un commissariat pour cette affaire. Bon, on convoque pas les gens comme ça dans un commissariat
sur un prétexte futile, hein, qui ne tient pas, puisque du reste, il n'y a pas eu de poursuite. Bon, mais ça n'a rien à voir. Le fait qu'il n'y ait pas de plainte pénale, le fait qu'il n'y ait pas de poursuite, et le fait que le propos tenu soit déontologiquement inacceptable, parce que subliminalement porteur d'antisémitisme. Et c'est bien fait pour lui s'il est suspendu. Alors ça a provoqué des réactions de la France insoumise, on a vu des tweets où ceux-là même qui voulaient des sanctions contre CNews, ceux-là même qui, par le truchement d'un rapporteur lors de la commission d'enquête, s'était montré très agressif, très inquisitorial, ceux-là même s'indignent qu'on ait pris des sanctions contre l'ami Guillaume. Alors, c'est incroyable, mais d'un côté, ils sont pour les atteintes à la liberté d'expression, et de l'autre, ils défendent la liberté d'expression. Bon, alors, quand LFI crie au scandale, il faut, mes amis, se scandaliser. Voilà le monde global dans lequel on est. Une petite info qui est passée inaperçue, mais qui a provoqué, ça me fait marrer, hein, l'indignation de Libération. Le 18 avril, la Cour d'appel de Metz a relaxé un policier qui avait été condamné en première instance assez sévèrement parce qu'il avait fait preuve... Libé parle de violence, mais il avait, disons, donné la fessée à ses enfants. Et la Cour d'appel l'a relaxé en reconnaissant l'existence d'un droit de correction aux parents. L'article de Libé, mon Dieu, on a l'impression qu'on est revenu à l'époque du père Fouettard, mais c'est quand même significatif hein, que l'on reparle du droit de correction. Je vous dis que ça bouge. Il y a quelque part des vieux principes romains qui reviennent. Bon, attention, hein, moi je ne suis pas pour la correction, hein, je suis pour l'autorité sans violence, mais bon, on ne peut pas quand même renvoyer en correctionnel un père, fût-il policier, parce qu'il a donné la fessée, parce que l'enfant n'a pas été poli, n'a pas été correct. Attention, il y avait un motif. Voilà, quel est votre avis? Bon, est-ce que vous pensez que le droit de correction, comme l'invoque la Cour d'appel pour ne pas condamner le père, est une bonne chose ou pas? Je vous dis ça pour que ça vous donne à réfléchir. Alors, avant de se quitter, parce que je suis dans des conditions précaires, hein, je fais du camping médiatique, hein, un petit mot sur l'Union européenne. Alors, comme il y a les élections bientôt, il y a des débats. Récemment, il y a eu un débat entre Jordan Bardella et la candidate de chez notre ami Macron, Valérie Hayer. Je dis ami hein, comme ça, hein, pour trouver un mot, parce que je n'en avais pas d'autres qui me venaient sur les lèvres. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ces débats, mais moi, ils ne m'apportent plus rien. Bon, Bardella a été très dominant. Bon, il n'a pas de mal. Hein, la pauvre Valérie, elle est répétitive. Hein, on sent bien qu'elle récite des formules. Quand on a l'habitude des débats, on entend la formule répétée. Elle sent la chandelle, elle sent le travail. Hein, elle a dû la répéter devant sa glace 10 fois ou 15 fois la même formule. Tout est préparé, tout est écrit. Bon, mais c'est plus du débat, quoi. C'est du monologue théâtral. Et moi, je m'ennuie devant ces débats, quoi. Bon, alors c'est pas la faute de Bardella parce que c'est Valérie Meyer Valérie Hayer ou ailleurs, je sais pas. On dit ailleurs ou ailleurs. Ils ont fait un slogan pour elle. Hein. Valérie Hayer, c'est pas voter ailleurs. Ce qui est un peu ambigu quand même. Hein. C'est un peu ambigu. Hein. Bon, mais bon. Bardella, il aurait bien aimé qu'il y ait un débat, mais qu'est-ce que je vous dis? Bon, c'est pas possible, elle ne veut pas débattre. Ce sont des échanges où il n'y a pas d'échange, quoi. C'est le soliloque du solitaire politicien. Bon. Donc, ce débat ne m'a rien apporté, si ce n'est que j'ai constaté que, bien évidemment, Bardella est bien meilleur. Alors, pendant ce temps, il y a une autre aussi qui fait de la politique, hein, politicarde, hein, alimentaire, c'est Ursula. Elle voudrait bien avoir la présidence de la commission. Et pour ça, elle est prête à une alliance avec le groupe des conservateurs et réformistes européens dans lesquels il y a Mélanie.
Et tous ceux qui ont rejoint Mélanie, eh ben, ils se retrouvent quand même quelque part potentiellement capables de serrer la main d'Ursula, ce que je ne ferai jamais. Parce que je considère que cette femme est un désastre pour l'Europe, qui allait mal, mais qui, depuis qu'elle préside la Commission, va de plus en plus mal. Donc, toute personne qui se rapproche d'Ursula est pour moi à éviter. Je n'en dirai pas plus, vous comprenez ce que je veux dire. Pas d'Ursula à la Commission européenne. Elle y a été pendant suffisamment longtemps et on a suffisamment payé cher. Voilà mes amis, je vais vous quitter parce que le temps passe. Surtout, merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et ça nous permet d'être efficaces, d'aider. Là, on a réussi à obtenir qu'une vieille dame de 91 ans qui était dans sa chambre dans un hôpital depuis plusieurs jours, sans soins, obtienne enfin des soins, parce qu'on en a parlé, vous voyez. Mais c'est pas nous, c'est vous, hein, c'est le nombre qu'on commence à représenter qui est efficace. Alors, cliquez sur la petite cloche pour qu'on puisse, quand il le faut, faire sonner la cloche du mécontentement. Allez, à la semaine prochaine, et bon courage et bonne semaine. Au revoir.